va introduire le sujet de la commercialisation sur cette fin d'après-midi pour démarrer demain matin, particulièrement sur la prise de participation start-up, et également pour vous proposer un outil qui nous vaut ce qu'il vaut, c'est moi qui le propose, où on vous donne des indices pour sélectionner la meilleure valorisation entre start-up ou orientation vers un industriel. On conclura là-dessus, et également sur nos succès, nos technologies, nos belles réussites, celles que nous avons vendues, parce que ce matin en vidéo on vous a montré celles qui sont à la vente, on va vous montrer les résultats de ce qui a été vendu, de ce que ça a généré. Donc, comme je vous l'avais dit, commercialisation, c'est deux voies. Start-up ou transfert à l'industrie. Ce que je vous propose dans le temps imparti, c'est d'aborder la promotion des technologies vers les futurs exploitants. Donc c'est tout ce qui va être attrait aux sous-licences. On va imaginer le transfert ensemble. Le transfert de technologies au niveau opérationnel et pour le licencié reviendrait à lui fournir un produit fini ou semi-fini ou un composant, un outil, une machine ou une méthode, ou un droit, une licence pure d'un droit de propriété intellectuelle. Okay. Et juridiquement, ça va se concrétiser chez nous par une licence. Et le cas échéant, pour envisager une collaboration. Sauf que nous, dans notre modèle, on ne fait pas trop de collaboration. Okay, nous, on préfère récupérer de l'argent directement. C'est ce que j'ai remarqué. Donc, là, je vous rappelle bien que la protection de la technologie par la propriété intellectuelle, pas autrement. On ne protège pas sa technologie en enfermant son labo à clé. Ça marche. Donc, dans le contexte où on rencontre les industriels, je vais vous donner un peu les clés pour être à l'aise. Vous êtes des chercheurs, vous n'êtes pas des commerciaux, sauf si vous avez un pseudo particulier. Donc, pour installer les échanges dans de bonnes conditions avec l'industriel, il faut que la transaction soit sur une base de volonté réciproque. L'intérêt est réciproque pour vous et l'industriel. Vous voulez le prestige de céder votre licence et le droit d'utiliser votre brevet. Donc, les raisons de concéder une licence sont largement exposées, on en a parlé. Quelles sont celles de licenciés potentiels de prendre une licence? Quelles sont les contraintes et ses exigences? On va essayer de se mettre un peu à sa place à pratiquer l'empathie. Donc, pourquoi prendre une licence pour le licencié? Déjà, pour des raisons techniques, pour bénéficier d'une technologie directement opérationnelle. Ça, c'est l'évidence. Et pour lui, c'est un facteur pour dérisquer tout ça. C'est opérationnel, ça fonctionne. Pour résoudre un problème technique, pour compenser l'absence de structure de recherche au sein de son entreprise. Mais toutes les entreprises n'ont pas de R&D. Les raisons commerciales et stratégiques de cette entreprise, c'est pour bénéficier d'une technologie directement opérationnelle avec un facteur temps très réduit. C'est le time to market. Plus vous proposez un industriel de time to market réduit, plus vous allez l'intéresser. Si vous lui dites, voilà, on prend rendez-vous dans 36 mois, l'industriel va faire, oh là là, on se revoit sur un salon. Et vous allez rien. Pour gêner la concurrence naturellement, et pour compléter une offre technologique. Okay. Pourquoi prendre une licence toujours pour l'industriel? Pour éviter les dépenses de recherche, on en a parlé, et les raisons juridiques, pour s'assurer d'une liberté absolue d'exploitation. Parce que contourner les brevets, ça coûte beaucoup d'argent, parce qu'on a vu que des brevets pouvaient être forts ou faibles. Demain, vous êtes intéressé par un brevet qui est faible. Allez reprendre un brevet faible. Contournez le brevet. Faites une action en justice. Vous montrez que vous avez un brevet plus fort sur le même segment d'activité. Vous imaginez la complexité du sujet. Donc, pour eux, c'est intéressant. Renforcer sa position en cadre de conflit, dans l'acquisition de brevets, et parce qu'il y a un choix, parce que contrefaçon avérée, on est en position de se dire, moi, je ne veux pas de contrefaçon, je prends des brevets, c'est clair et c'est net. Ou encore par opportunisme. Non, voilà, parce que justement, la personne de l'industriel, il est dans une situation de contrefacteur. Il se rend compte qu'il fait de la contrefaçon avec son propre produit, un brevet qui existe, donc là, il ne peut pas avoir de problème, il est obligé de prendre la licence. Tout est possible. Vous voyez l'intérêt que vous suscitez auprès du futur licencié. Alors, naturellement, quand vous êtes en contact la première fois avec un industriel, vous vous adressez aux bonnes personnes. Donc, sur la forme et la méthode, très rapidement, mais ce sont des éléments, j'en reviens au bon sens. Vous identifiez les personnes clés au niveau de l'entreprise, vous n'allez pas vous adresser, si vous êtes un chercheur avec une éminence sur une technologie, vous n'allez pas vous adresser
acteur, notamment le directeur commercial de la société, qui comprend la dimension budgétaire qu'il pourrait investir et qui va vous donner déjà des éléments de réponse. On respecte les procédures, naturellement. Si vous vous adressez à une petite PME locale ou si vous vous adressez à Google Monde, le rapport n'est pas le même. Bon, respecter les lois et règlements des pays cibles, c'est l'évidence même. Respecter les us et coutumes, c'est l'évidence même. Sur le fond, prouver l'intérêt. Il vous faut effectivement constituer un argumentaire pour montrer déjà que votre technologie va plaire à l'industriel. Moi, je préconise toujours de se mettre à sa place. Je l'explique. Si l'on se propose cette technologie et que la santé de mon entreprise dépend de cette décision, que voudrais-je savoir avant de me décider? Mettez-vous toujours à la place de l'industriel. Un des arguments, ça peut être par exemple d'aller, parce que souvent, vu qu'on a des technologies très amont, on arrive rarement à un produit fini qui va pouvoir être vendu sur le marché tel quel. On arrive à un prototype qui va devoir entrer dans une phase d'industrialisation avant de devenir un produit fini. Donc, un argument qui pourrait vraiment intéresser un industriel, c'est d'aller trouver le client final et de lui dire moi j'ai identifié autant de clients finaux que ça et autant de tous ces clients finaux sont intéressés. Là il va se dire c'est bon, donc ça veut dire que déjà il a fait mon travail de prospection du client final et il sait qu'il y a un marché, donc lui on des risques au maximum. Donc là l'argumentaire il est tout trouvé pour l'industriel, pour l'intermédiaire, parce que finalement c'est un intermédiaire, cet industriel. Toujours, pour valider l'investissement, le licencié potentiel doit vérifier des éléments. Donc vous devez vérifier ces éléments-là préalablement, si vous voulez être compétent face à lui. Posez-vous les questions. Est-ce qu'on va gagner de l'argent? Est-ce que votre technologie que vous allez lui porter va vraiment lui permettre de gagner de l'argent? Donc vous allez vous poser les mêmes questions. Faisabilité technique et opérationnelle, il va falloir le rassurer. Exigence d'un marché atteignable. Confirmez-lui parce que vous avez fait une étude de marché préalable qu'il y a un intérêt pour lui. Protection en fonction du pays dans lequel se trouve cette entreprise. Est-ce que, en propriété intellectuelle, vous avez fait en sorte de protéger aussi là-bas? L'avantage concurrentiel, est-ce que pour lui, acquérir cette technologie, ça va vraiment lui permettre de doubler la concurrence? Et naturellement, pour le combattre, il faut se mettre dans une démarche de communication et d'interrogation positive. Toujours être dans cette démarche de pensée qui est intéressante pour lui. Donc, toujours sur les négociations de méthode. La négociation, c'est des méthodes, c'est une approche. Moi, je ne vous donne pas la version magique. Je vous donne les éléments essentiels et que vous connaissez, c'est du bon sens. Et les appliquer dans votre activité professionnelle quand vous êtes chercheur, c'est pas peut-être un automatisme. Et eux, par contre, les industriels sont formés à ça. Ils sont formés à avoir face à eux des chercheurs. Et ils savent comment faire en sorte d'intéresser un chercheur. Pour arriver avec des gros chiffres. Donc, l'exémètre de Cantillon, faisons un peu de philosophie de l'autre. Qui vais-je avoir en face de moi? Quoi? Quels sont les objets concernés, les problèmes posés? Comment vais-je poser la question? À quel moment je vais intervenir? À quel endroit vais-je intervenir? Et combien de questions vais-je avoir à poser ou de réponses à faire? Posez-vous ces questions-là. Donc, les grandes étapes de la préparation, selon moi, sont les suivantes. Diagnostiquer les enjeux, déterminer les objectifs, évaluer la position de l'entreprise. Mettez-vous avec des décisions que vous avez déjà confirmées. Si vous allez voir un chef d'entreprise, que vous avez les mains libres, vous ne devez pas poser la question a posteriori à un N+1. Envisager des concessions aussi. Il faut toujours prévoir le plan B. Et surtout jamais dépasser le temps. C'est important. Quand vous allez pour négocier des choses avec des industriels, eux ils sont à la minute près. Faites comme eux. Vous les mettez à l'aise. Les 7 secrets de la négociation, c'est dans tous les livres ça. De commercialisation, les écoles de commerce enseignent ça. Il faut être honnête. Modeste dans cette émission. Développer différentes alternatives de scénarios. Admettre l'incertain. Au niveau de la science, c'est tout le temps la même. Intéressez-vous aux questions que la personne va vous poser et agissez selon l'image que vous voulez donner et non selon votre ego. C'est le plus difficile. Notre président n'arrive pas. Diagnostiquer les enjeux. C'est les 7 clés, ça, pour avoir une bonne
négociation. Si vous zappez ces 7 clés, vous n'êtes pas bon sur la négo. Et donc, c'est pas grave, il y en aura toujours des meilleurs coups en négociation. Face à ça, ensuite, quand on a fait la négociation, moi je te donnais des clés, je ne fais qu'enfoncer des portes entrouvertes. Hein, c'est des choses que vous avez déjà vues. On revient sur nos fondamentaux. Le contrat de transfert, la rédaction. Factuellement, il va falloir le faire aussi. Et pas juste serrer la main de l'annonceur en disant c'est bon, on s'est entendu dans les termes. Non, la parole ne compte pas. Contrat. Modalité de contrat. Ce que je vous disais ce matin, avoir un modèle, ça ne sert à rien. C'est ce qu'il y a de pire. Parce que dans un modèle, vous vous imposez à rentrer au chausse-pied tout ce que vous voulez y mettre. Et conclusion, vous n'embrassez pas la totalité de tout ce que vous voulez voir, de tout ce que vous voulez traiter. Donc c'est une erreur que de prendre un modèle de contrat. Naturellement, vous devez adapter votre contrat par rapport à vos industriels. Mais un contrat, c'est facile. Ça a toujours la même forme. Moi, j'exagère un petit peu ce matin en me disant, on prend une serviette de papier, on écrit, je sous-signe, la date, l'objet, les parties. Et on signe. Ces 3 éléments-là, ça suffit. Mais il y a des éléments élémentaires. La cohérence des solutions, la nécessité de la clarté. Plus votre contrat est rédigé avec des phrases simples, un sujet, un verbe, un complément, mieux c'est. Les bons juristes vous font des phrases courtes. Les mauvais juristes vous font des phrases avec une majuscule, 10 lignes après, un point final. C'est comme ça qu'on détecte les mauvais juristes. Hein? Toujours être simple. Les clauses du contrat, stipulation initiale, stipulation relative au contrat, stipulation relative aux effets du contrat et stipulation finale. C'est un contrat. Quel que soit le type de contrat que vous allez prendre, c'est les mêmes choses. Je vous prends un exemple à l'opposé. Contrat de mariage. C'est la même chose. Dans un contrat de mariage, vous avez tous ces points-là qui sont remplis. Nécessairement. C'est pareil. Donc en soi, c'est pas compliqué. Il n'y a pas de contrat de mariage. Ah. Il y a un. Je croyais. Il y a non, mais non, ça se fait. Si, ça existe. Ça se fait chez Jana. Si. Voilà. Pour les jeunes. Non. Chez le notaire. Systématiquement, les gens qui veulent le Bien faire. sûr. Le notaire. Celui qui veut faire un contrat avec les clauses, il peut le faire. Il peut le faire chez Jana. Généralement, chez nous, on le notaire. Nous, dans le code civil en France, on a la possibilité d'avoir la séparation ou d'avoir un contrat de mariage. Le code civil est différent, nous, on remonte à Napoléon. Alors ensuite, il y a une technique qui est marrante, qu'on appelle typique simple stupide. Pas le goût de rock, et j'insiste, la clarté c'est essentiel. Plus votre contrat est compliqué, plus les mots sont compliqués, plus vous employez des mots très oh là là, on veut un peu se la jouer en société, plus ça va permettre au juge d'interpréter. Je n'ai pas d'exemple concret, mais moi je dois passer des choses où c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Donc un sujet, un verbe, un complément, point. Et après notre phrase. Mais l'interprétation dans le cadre de ces droits de transfert, plus c'est ramassé, mieux c'est. Ceux qui ont tout compris, ce sont nos amis anglophones. Une langue excessivement facile, un même mot pour tout et n'importe quoi. Donc, moi je vous conseille de faire même des contrats en anglais. Le français, si Arnaud de Bergerac s'en mêle, c'est fini, on peut tout interpréter. Les contrats en arabe également, c'est pas difficile. Il y a ça pour France, il y a un seul mot qui coûtait beaucoup. Donc, sur les stipulations initiales, c'est tout simple, il y a un titre de qualification du contrat et il est parti. Je ne fais pas un cours de droit, ce n'est pas nécessaire, mais les stipulations initiales dans un contrat, c'est la date. Pour la suite des stipulations initiales, il y a un préambule avec l'interprétation générale du contrat, on donne l'hypothèse générale du contrat, les définitions indispensables pour éviter les méprises des conflits, et aussi bien juridique que technique. Plus c'est simple, mieux c'est.
Autre élément essentiel dans les stipulations initiales, c'est le territoire. Pourquoi le territoire? Parce que la territorialité nous brevet. 2, la durée. Parce que maintenant, on ne sait pas si vous allez rester fonctionnaire de l'université. Et le prix. Parce que quand vous avez négocié, normalement, si tout s'est bien passé, vous allez négocier un prix. Si vous n'avez pas négocié un prix, c'est que vous n'avez pas été bon sur la ligne. Donc dans le contrat, ça doit apparaître. Les obligations du cédant. Vos obligations. Obligation de délivrance de la chose. Il faut impérativement mettre à quel moment, le où et les modalités de mise en œuvre. Si vous ne précisez pas ça, moi je suis juriste dans l'entreprise à qui vous avez fait le contrat, je vous dis le chercheur il n'a pas précisé le lieu. Il n'a pas précisé le lieu. On prend toute sa technique, on déménage son labo, on est touché dans mon crédit. Et en plus même, je peux négocier le fait que ce soit votre charge de déménagement, si vous n'en avez pas parlé. Les obligations d'information souvent liées à la technicité des produits, bien entendu, en fonction de si c'est une technologie, c'est un scanner, si c'est des tubes de chimie, si c'est autre chose. Bon, voilà. Toujours vos obligations, garantie des vices cachés, clause limitative de responsabilité. Soyez dansés. Demain, vous inventez un produit hautement dangereux, si vous n'informez pas la personne à qui vous cédez, c'est problématique. Vous inventez un nouvel explosif supérieur au TNT, vous dites il ne faut pas le secouer, il secoue, tout explose. Donc, voilà. Garantie d'éviction du fait personnel, maintien des titres en vigueur et le paiement des annuités, clause d'exclusivité et garantie du fait des tiers. C'est des éléments. Ça, c'est un peu compliqué, je vous l'accorde. On n'est pas ici dans une formation juridique. Mais ce sont des éléments qui sont importants. En revanche, le cessionnaire, lui, c'est simple. Obligation de payer le prix, ça doit figurer. Obligation d'exploitation, on est en droit de la propriété intellectuelle, donner le droit d'utiliser. Obligation de confidentialité, vous pouvez mettre aussi. Ok. Oui, parce que nous, dans nos contrats, on met l'obligation d'exploitation, c'est-à-dire qu'on peut résilier une licence s'il n'exploite pas. Pourquoi ça? Parce que sinon, ça veut dire qu'ils prennent une licence juste dans le cadre défensif. Et nous, on n'est pas là, on ne va pas payer un brevet pour qu'il ne soit pas exploité. Nous, on veut qu'il y ait un retour sur investissement. Sinon, on ne paye pas un brevet juste pour que quelqu'un puisse faire du défensif vis-à-vis de sa confiance. Donc, nous, on veut qu'il soit exploité. S'il n'est pas exploité, c'est parce qu'on peut valoriser. Il gagne un pourcentage. Et si ce n'est pas exploité, c'est pas valorisé. Donc, si ce n'est pas exploité, on résilie la licence pour pouvoir le licencier à quelqu'un d'autre. Donc, ils ont l'obligation d'exploiter. Les enjeux de la négociation bien faite en 7 points sont là. Envisager une exclusivité de la licence, possibilité de sous-licencier, point d'interrogation, parce que vous voulez ou pas. Prix de la technologie concédée, avec une redevance forfaitaire et ou proportionnelle, un produit et ou un service sur lequel les royalties sont perçues. N'oubliez pas parce que vous allez céder, que vous gagnez l'exploitation, que vous perdez tout. Vous pouvez demander tout cela, des redevances et des produits. Et vous pouvez même prévoir un minimum annuel garanti. Il peut toujours venir de l'argent. Même s'ils ne font pas de vente, Ils doivent vous donner de l'argent. Et tout ça, vous devez le contrôler naturellement. En revanche, les droits du licencié sont les suivants. Droit d'exploitation d'invention, droit d'information sur les perfectionnements. Ça, c'est important. Si dans la pratique de l'exploitation, il a perfectionné votre technique, il doit vous informer. Possibilité d'inclure une clause importante aux parties de s'informer mutuellement sur les perfectionnements apportés, c'est ce que je vous disais. Mais ça, vous pouvez prévoir en contrat. Garantie contre les troubles de jouissance, garantie d'édiction, garantie de vice caché. Ça, le licencié pourra le présenter. Donc, on en revient à le méthoder dans la négociation, toutes ces choses. Parce que sinon, là, vous payez très cher sur les vices cachés. Après l'exploitation, est-ce que vous avez le droit d'engagement sur les gains et tout? Oui, justement, pour vérifier et pour pouvoir facturer, il faut que chaque année, ils nous déclarent les ventes qu'ils vont réaliser sur la base de la technologie. Ils ont l'obligation de nous faire un compte rendu annuel.
Qu'est-ce que vous voulez dire par la garantie d'éviction? Je vous ai pas entendu. L'éviction, qu'est-ce que vous voulez dire par la garantie d'éviction? C'est qu'en fait, en fonction de la situation, vous pouvez sortir de l'exploitation. Demain, si en fait il y a un concurrent trop fort qui arrive avec la même technologie, vous pouvez être sorti en fait de l'exploitation. Donc, vous là-dessus, vous devez assurer par le dépôt de brevet que vous avez fait qu'il ne peut pas être évincé de l'exploitation du brevet que vous proposez. Qui va l'évincer? Vous, moi, n'importe qui. Si Ceux on qui vont sur les bases de données vérifier les brevets. qui est meilleur, on pourrait nous avoir envie de résilier la licence pour la donner à celui qui fait plus de chiffres, parce qu'il a le plus de parts de marché, etc. Mais nous, justement, quand on s'est engagé à lui donner la licence d'exploitation, on ne peut pas résilier la licence comme ça sans aucune raison. Donc, est-ce que je comprends les vidéos de tout à l'heure sur YouTube où vous faites la promotion des recherches? Là, vous n'avez pas encore de... Exactement. Dès que vous avez quelqu'un, C'est Voilà. la promotion. C'est Voilà. comme les bandes annonces de films, c'est que de la promotion. Ou alors c'est licencié sur un domaine d'activité à une personne et on cherche des licenciés sur d'autres domaines d'activité. Parce qu'il a une licence exclusive sur un domaine. Il peut avoir une licence exclusive sur tout domaine ou sur un ou plusieurs domaines. Mais si c'est que sur un ou plusieurs domaines, ça veut dire que nous on a le droit de licencier sur les autres. Voilà. Ensuite, en plus des droits, le licencié a naturellement des obligations. Le paiement des redevances stipulées dans le contrat que vous avez établi, paiement des taxes annuelles de procédurité. Là, vous remboursez la propriété intellectuelle que vous avez payée. Si vous avez fait un dépôt de brevet, que votre brevet est intéressant, vous l'avez développé, vous avez trouvé un industriel pour vous l'acheter, vous pouvez lui demander de payer les taxes annuelles des procédures. C'est-à-dire que c'est lui qui paye l'entretien de l'API. Une fois qu'il a pris la licence d'exploitation, c'est lui qui paye l'entretien. Nous, on a payé tout. parce que Ce vous qui avez s'est fait le passé avant. transfert du... Voilà. Et comme c'est lui qui l'exploite, c'est à lui de payer son entretien. Tout à fait. Ensuite, troisième obligation du licencié impérative, c'est l'obligation d'exploitation. Ça, c'est un élément essentiel parce que sinon, il serait trop facile qu'un industriel achète le droit d'exploiter une licence, ne l'utilise pas, verrouille la concurrence comme ça. Donc, il a une obligation d'exploitation au maximum de ses moyens, que vous pouvez contrôler aussi. Et enfin, la dernière obligation, l'exploitation doit être effective et sérieuse. Donc vous voyez, on est tout ça dans un mélange en fait. On est avec des chercheurs, des industriels, tout ça régi par un droit international, par propriété intellectuelle, et vous avez comme outil des méthodes qu'on vous propose aujourd'hui. Et ces méthodes se fondent sur tout ce qui a trait au bon droit, à la bonne application du bon droit, et avec des méthodes particulières de stratégie liées à la valorisation de l'innovation. Il est 15 heures. Je vous propose qu'on en reste là aujourd'hui pour que demain, on aborde le sujet du transfert vers les startups. Oui. Si vous le voulez bien. Oui. Oui, très bien. Est-ce que ça vous convient, le chemin? Je pense que 15 heures on est bon. Hein, on a fait une grosse session aujourd'hui. Donc je récapitule. Vous êtes des experts en propriété intellectuelle. Vous avez vu la complexité d'organiser une chronologie ou un calendrier d'investissement de maturation, sauf qu'on entend qu'effectivement il faut l'argent avec maintenant, donc il y a une question politique à poser au niveau universitaire. Et vous avez des méthodes fondamentales, confirmées sur comment, quand on est chercheur, se tourner vers un industriel. Et au regard de ce que je vous ai présenté et à ce que je vois dans vos yeux, vous vous dites, mais c'est impossible, je ne peux pas gérer mon labo, gérer mes équipes, plus faire ça. C'est la raison pour laquelle des sociétés comme les nôtres ont été créées en France pour permettre aux chercheurs de chercher, aux industriels de vouloir trouver des technologies et à nous de faire le trait d'union entre les deux. C'est ça la philosophie de ce que je vais vous proposer sur ces 2 jours et demi. Chacun son métier. Chacun son métier. Ok? Allez, super. Écoutez, rendez-vous demain à 9h. Prévention, protection de la propriété intellectuelle. Vous êtes des experts maintenant, vous avez des grandes catégories à l'esprit. Vous avez à l'esprit aussi les méthodes de protection.
les procédures, on sait qu'on parle de nouveauté, de territorialité, d'inventivité. On sait aussi qu'au-delà de ça, on a des types de contrats qui sont possibles à faire lorsqu'on a des rendez-vous avec des entreprises. On sait aussi que lorsque on a verrouillé la propriété intellectuelle, ça nous permet de développer la technologie mieux, dans le sens où on peut faire des déclarations, on peut écrire et faire des publications, et on peut faire évoluer sa technologie à partir du moment où on en est propriétaire. On ne revient pas sur les sujets de financement qui sont propres à chaque pays, à chaque organisation, mais en tout cas, la protection permet d'envisager sereinement le transfert de technologie qui passe naturellement par une évolution. Bonjour madame. Bienvenue, on vient juste de démarrer, on faisait un petit récapitulatif sur ce qu'on a vu depuis le jour. Vous allez participer à la dernière demi-journée. J'ai commencé par au moins assister à une partie C'est très sympathique de votre part. de cette formation. Donc, sur le volet protection, sur le volet de la maturation, le mot maturation, c'est un mot que nous on emploie dans notre jargon. On peut appeler ça le développement de la technologie, on peut appeler ça comme on le souhaite, mais quelle que soit la notion de financement, que l'on ait ou qu'on n'ait pas, quelle que soit la dimension scientifique, quels que soient les partenaires que l'on ait avec nous, ça peut être des industriels, ça peut être des startups, ça peut être des fonds d'investissement, on sait que l'on doit jalonner l'évolution du développement de sa technologie par des phases de bonobo, comme on les appelle. À ne pas confondre avec nos amis les bonobos en Amazonie. Donc, on est dans une philosophie où, effectivement, une fois qu'on a développé sa technologie, une fois qu'on est propriétaire de cette technologie, on est en capacité de pouvoir la commercialiser. Hier après-midi, on a vu que la commercialiser, c'est deux voies de sortie possibles. Soit vers un industriel, soit vers une start-up. Vers un industriel, on a l'esprit qu'on va avoir une phase de négociation. Je vous ai proposé quelques pistes, quelques certitudes en tout cas, qui marchent à coup sûr, sur comment aborder une négociation, comment se positionner. On a vu aussi qu'il y avait des types de contrats. On a vu aussi que ces types de contrats nécessitaient non pas des modèles de contrat, mais du bon sens. Qui signe? Qu'est-ce qu'on met comme objet? On formalise la durée, on formalise les résultats qui sont attendus. On fait en sorte de penser aussi à l'avenir. Demain, est-ce que j'aurai toujours le même poste? Est-ce que demain, j'aurai un intérêt peut-être à travailler ailleurs ou auprès de cette société? C'est moi le propriétaire, puisque j'apparais sur la mention. On a vu aussi, et c'était à mi-parcours de notre demi-journée hier, plutôt en conclusion, on a vu aussi que, en fonction du statut que l'on avait de salarié, on était plus ou moins propriétaire de son invention. On a surtout vu qu'il fallait nécessairement informer son employeur par une déclaration d'invention. Sinon, on perd tout. Alors que si on déroule la procédure comme je l'ai proposé, je déclare à mon employeur mon invention, mon employeur m'accompagne pour déposer un brevet, même si mon employeur par rapport à mon contrat est le propriétaire de l'invention, j'apparais comme inventeur, donc j'ai le prestige. En plus d'avoir le prestige, j'ai l'intéressement, s'il y a des ventes, des cessions de brevets. Donc c'est que du bénéfice pour vous, sur la forme, sur le fond. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'on va vous proposer, ce sont les choses suivantes. 1. L'orientation, commercialisation vers une start-up. Vous aviez beaucoup évoqué ce point-là mardi matin lorsqu'on avait fait le tour de table. Et moi, je vous avais dit, attention, s'orienter vers un schéma de start-up, c'est casse-figure. On va vous expliquer pourquoi. Déjà, juridiquement, c'est très compliqué. Les retours ne sont pas toujours les meilleurs. Et ensuite, moi, comme je vous l'ai dit, je vous présente toujours un peu le côté négatif. Et Anastasia plutôt le côté positif. Factuellement, les startups, 80% des startups, ce sont des jeunes qui boivent des smoothies avec des fruits improbables, qui sont chez eux ou dans un petit bureau et qui ne vont pas faire vraiment de l'argent.
fois, il y a des startups qui marchent très fort. On appelle ça des licornes. Nous, en France, on n'a toujours pas vu de licorne. Et éventuellement, on a des start-upers qui arrivent à trouver un intérêt, à créer des grosses sociétés. Ils font de l'argent, mais ce n'est pas les licornes comme on les entend dans la version américaine. Google, Facebook, on n'en a pas vu en France. Donc, je vais vous dire par là que le format startup, il est intéressant, c'est une voie de sortie qui a certains avantages, mais qui a aussi des inconvénients. Au stade de ce que vous m'avez témoigné, de mon point de vue, c'est possible, mais attention, ce n'est pas ce qui va être le plus visible. Demain, une université aura moins d'intérêt, de prestige, à dire on a valorisé une technologie via une start-up. Le prestige sera plus de dire on a valorisé une invention en la commercialisant auprès d'un industriel. Quand je dis industriel, j'englobe le monde économique. Un industriel, ça peut être un grand groupe, les grands groupes algériens, les grandes entreprises algériennes, comme ça peut être des entreprises étrangères, de petite ou de moyenne taille. Ça peut être aussi, en Algérie, des petites entreprises. Je vous prends des exemples que j'ai pu voir au Maroc ou en Tunisie, qui sont dans des schémas de réflexion comme l'Algérie, lancés dans la valorisation de l'innovation, envisager une technologie de capture de vidéos par drone, avec une prise en compte des données. Ça permet de faire travailler une PME locale pour faire des prises de vue de territoire. Et on peut même le développer sur le tourisme. Là, c'était pour l'occasion de prendre justement les vues de la Médina, à Fès. Voilà. Il y a des choses comme ça. Côté tunisien, ça peut être sur d'autres aspects. Une technologie portée sur une molécule particulière de chimie que l'on peut associer à une peinture pour apporter des couches de protection sur des murs antiques et qui permettront d'améliorer la conservation. On fait travailler une PME locale, en face sur le tourisme. Ça peut être tout et n'importe quoi. Il ne faut pas voir, moi j'insiste, je vous présente le côté pragmatique, mais version un peu négative. L'innovation, quand on regarde dans la presse internationale et sur les sites internet, tout le monde pense que c'est Mark Zuckerberg. Tout le monde pense que c'est des technologies de la NASA. Tout le monde pense que c'est les grands algorithmes mathématiques qui vont révolutionner la face du monde. Je vais vous donner un exemple. Une innovation, malheureusement, ce n'est pas nous qui l'avons portée. Petite innovation, mais énormément bankable. On a une SAT en France qui est sur la côte atlantique. Côte atlantique, Biarritz, Bayonne, Bordeaux, amateurs de surf, amateurs de sport extrême, de vélo, vous avez des séclats, vous faites autant de vélo, vous régalez. Des chercheurs ont développé un matériau très résistant et une forme de casque. Qui est plus sympa que le casque, vous voyez, de cycliste que l'on voit un peu moche. Quand on descend, on a l'impression de ressembler à un milieu du village parce qu'on a le casque qui est plus petit que la tête, il est harnaché, on ne ressent pas à grand chose. Bon. Eux ont eu un concept de dire voilà, on a un matériau très résistant et on va réfléchir à une forme de casque qui sera plus agréable à porter et moins ridicule que le casque classique de vélo que l'on voit des fois les jeunes, vous savez, en skateboard. Ils ont développé en fait un bandeau que vous portez et sur lequel vous pouvez mettre un tissu en plus de couleur, donc vous pouvez changer la couleur. Et ce bandeau est ultra résistant. Et quelle que soit la façon dont vous tombiez, il vous protège au niveau latéral, mais également au niveau supérieur. Alors qu'au niveau supérieur, il n'y a rien. C'est juste un bandeau en plastique. Mais le matériau est particulier, la forme est particulière, et en plus il y a le côté sympa, on est sur la côte atlantique, tout le monde fait du vélo, tout le monde fait du skate ou du roller, c'est sympa. Et bien ils ont développé ça, ils l'ont vendu à une société de sport, et ils font beaucoup d'argent. L'innovation, ça peut être modestement un casque. Sauf qu'au départ, le matériau est né dans un laboratoire de chimie, couplé à un autre laboratoire sur tout ce qui est aérodynamisme, sur tout ce qui est protection aussi du corps humain. Ils ont coupé les deux. Ils ont maturé la technologie pour en faire un produit marketé sport
et ils l'ont vendu à une société de sport locale. Et maintenant, si vous allez à Biarritz ou à Bayonne, vous verrez que les gens qui font du vélo, ils n'ont plus un casque sur la tête, mais ils ont une espèce de bandeau. Voilà. C'est de l'innovation. Donc, l'innovation peut rester modeste. L'innovation, il ne faut pas avoir de grands groupes industriels. Les exemples que l'on a pris pendant 2 jours, on vous a parlé de Renault, on vous a parlé de Coca-Cola, on vous a parlé des grands groupes connus. Mais l'innovation, ça peut être fait avec des PME locales. Nous, notre schéma, c'est fait pour générer aussi de la croissance sur les territoires. On a pour objectif de redistribuer la technologie sur des PME installées localement. Donc, j'en reviens au programme de cette demi-journée. Ce matin, donc, on va vous proposer le format startup, pour que vous ayez cet éclairage-là. Ensuite, je vais également vous proposer nos offres commerciales. Parce qu'on a parlé négociation, on a parlé protection, mais factuellement, on va proposer quoi? On va juste montrer sa mallette dans laquelle on a un tube à essai, où il y a une protéine, où il y a une solution mécanique, où il y a un process particulier. C'est pas vraiment comme ça. Il faut arriver avec une démarche commerciale. Hier, on a un peu effleuré du doigt la démarche de la négociation. Mais demain, si vous vous lancez dans la valorisation de l'innovation, il faut avoir une stratégie commerciale. Qu'est-ce que vous allez vendre? Parce que c'est le cas. Qu'est-ce que vous allez vendre? Alors, si ce n'est pas vous, ce sera la cellule de valorisation ou l'entité qui fera la valorisation de l'innovation. Mais qu'est-ce que vous allez vendre et comment vous allez la vendre? Moi, je vais vous proposer ce que nous avons comme stratégie commerciale. Cette stratégie a la vocation à 1. Attirer les industriels, 2. Rassurer les industriels, et 3. Nous permettre de faire de l'argent sur la technologie. Okay. À l'issue de ça, on va conclure la demi-journée sur un schéma que je vais vous proposer. C'est ma vision à moi. Vous la prenez, vous ne la prenez pas. De toute façon, je dis que des choses un peu réchauffées, je vais les synthétiser. J'appelle ça Startup versus Licensing. Et ça vous permettra, vous verrez, en 10 questions, de choisir factuellement quelle est la meilleure voie de valorisation de votre invention. Sur des éléments très simples. Voilà, on conclura là-dessus. Après, on vous proposera de vous présenter nos succès de technologie. Parce qu'on ne vous a pas parlé de nos technologies. On vous a montré hier des vidéos des technologies qui sont à vendre. On va vous montrer les technologies que nous avons vendues. La thématique, l'investissement et ce que ça nous a rapporté. Et en toute fin, on va vous présenter une bande-annonce. Une bande-annonce d'un partenariat auquel nous avons participé, qui est la Cité d'innovation de la métropole d'Aix-Marseille. Cette cité, elle a pour objectif de rassembler tous les acteurs de l'innovation de l'écosystème marseillo-aixois, université, métropole, municipalité, grands groupes. On va travailler avec des grands groupes dans cette cité. Et donc, on va vous proposer ça en conclusion pour vous montrer que voilà, un écosystème de l'innovation, c'est pas un inventeur seul perdu, c'est pas un start-upper seul perdu, c'est pas des commerciaux qui font la valorisation seuls perdus. C'est pas des universités seules, c'est pas des incubateurs seuls. On est en capacité, à un certain moment, de se dire on va tous se rassembler et créer un guichet unique de l'innovation. Et on va vous proposer ça en conclusion. Innovation vraie. Pardon? Innovation vraie. Voilà, donc Anna, je te laisse démarrer sur les startups. Est-ce que vous avez des questions par rapport à hier ou par rapport à ce que je viens de dire? On est bon? Hein? Je préfère justement à chaque fois qu'on rappelle l'introduction de démarrage de demi-journée, ce que l'on a dit, ce que l'on a vu, comme ça nous permet d'être à l'aise. Ok? Allez, super. Alors, donc quand on crée une start-up, la première chose à essayer de cadrer, de toute façon, je vous l'avez dit, hein, dans tout projet d'innovation, ce qu'on va faire, c'est essayer de dérisquer au maximum pour chacun des projets, parce que justement, le risque est grand, on ne sait pas où on va, surtout si c'est une innovation de rupture, le marché n'existe pas encore, donc on ne sait pas trop où on va. Donc il est important de tout anticiper au maximum, et d'autant plus quand on choisit la bonne valorisation start-up, parce que là, pour le coup, comme on disait hier, il n'y a pas d'industriel identifié.
la société est créée de toutes pièces, donc le risque est d'autant plus grand. Donc ce qu'on va faire quand on va se lancer dans cette démarche-là, on va essayer de dérisquer au maximum en essayant d'identifier quelles seraient les sources de problèmes qui pourraient nous arriver. La première source de problème, c'est la faible capacité financière des startups. Forcément, elles sont en création, elles n'ont jamais existé, elles n'ont pas de trésorerie, elles n'ont jamais fait de vente ni quoi que ce soit. Donc, par définition, elles n'ont pas de capacité financière. Donc ça, il va falloir l'appréhender, se rendre compte du niveau de capacité financière et surtout trouver la solution. Qu'est-ce qui va nous permettre finalement d'avoir un budget alors que la start-up elle-même n'en a pas? Où on va aller chercher l'argent? Donc ça, c'est un premier risque. Ensuite, c'est l'absence d'un business plan formalisé. Un business plan, c'est finalement le plan d'action de la future société. Un business plan, ça ne comprend pas qu'un prévisionnel de chiffres. Hein. Ça comprend la stratégie marketing qui va être mise en place, la stratégie de développement, quel client on va aller cibler, pourquoi, le business model, très important dans le business plan, c'est primordial le business model. Le business model, c'est comment on va générer du chiffre. Et ça, si on ne l'a pas défini au démarrage, on ne saura pas vers qui aller, on ne saura pas de quelle façon y aller, etc. Donc, business model très important, en sachant qu'un business plan évolue. Il évolue dans le temps. On va avoir, au final, au démarrage, avant la création de la boîte, c'est un prévisionnel. Mais après, quand la boîte est créée, on va le faire évoluer en fonction de ce qui arrive, de l'environnement, de l'évolution du marché. Et le business model peut aussi évoluer. Il ne faut pas s'attacher à un business model qui ne fonctionne pas et ne jamais vouloir en changer. Ça, c'est la pire erreur. Il faut que l'entreprise et son business model évoluent en fonction de l'environnement dans lequel il évolue. OK ? Et ensuite, l'absence de transversalité au sein de l'équipe, on en parlait les 2 jours précédents. C'est-à-dire que si on a quelqu'un qui n'est pas du métier, qui ne sait pas à quoi correspond le développement d'entreprise, ce que ça représente, on va pas l'en dire. Donc si la personne qui porte l'entreprise n'a pas ces compétences-là, eh bien, il faut qu'elle s'entoure d'une autre personne, d'un binôme ou d'une autre équipe qui aura la capacité de faire développer la société à sa place. D'accord ? Donc il faut bien que les profils de l'équipe, et l'équipe est bien décrite aussi dans le business plan, c'est très important, il faut bien que le profil de chacun des membres de l'équipe soit bien défini et que le rôle de chacune de ces personnes soit bien défini. Les enjeux, quand on va vers la création d'une start-up, c'est de donner un maximum d'oxygène à la start-up. Si dès le départ, on lui demande de rembourser des dettes astronomiques, on va l'empêcher de se développer. Elle n'a même pas d'argent. Comment elle va faire pour les rembourser? Donc c'est pour ça que nous, notre business model au travers de la start-up, c'est d'immobiliser la créance et d'entrer au capital pour leur éviter de rembourser la dette dès le démarrage. Okay, donc là, on va rentrer un peu plus en détail ensuite de notre modèle, mais il est très important au démarrage que la start-up consacre son effort, j'allais dire la majorité de l'effort, mais non, son effort au développement du chiffre d'affaires ou au développement R&D qui sera nécessaire au développement de son chiffre d'affaires. Ça doit être sa principale occupation. D'accord ? Donc, les porteurs de la future startup, elles ont 2 choix de conditions de règlement. Dans le cadre de notre offre à nous, dans le cadre d'une startup initiée par la SAT, elles ont deux façons de procéder quant au règlement de la facture. La facture, c'est quoi? C'est le droit d'accès à la technologie. On l'a dit les 2 jours qui précédaient. On a mis en place un brevet, on a créé un actif qui est valorisable. Parce qu'il y a un brevet, il a une valeur. D'accord? La technologie a une valeur grâce à l'obtention d'un brevet. Pour pouvoir exploiter cette technologie, le licencié va prendre la licence d'exploitation, il va avoir le droit de l'exploiter. Donc on l'a vu dans le cas d'un industriel qui va prendre la licence et il aura le droit d'exploiter, de réaliser des ventes sur la base de la technologie. Dans le cas d'une start-up, c'est pareil. Pour pouvoir l'exploiter, il faut que la start-up prenne une licence. Mais la start-up n'existe pas encore. Donc, avant de signer la licence d'exploitation, il faut la création de la start-up. Et là, on signe la licence d'exploitation avec cette nouvelle entreprise créée.
Mais cette entreprise créée, comme on l'a dit, elle n'a pas d'argent. Mais malgré tout, pour pouvoir exploiter, il faut qu'elle paye cette upfront qui lui permet d'exploiter, le droit d'accès à la technologie. Donc elle a deux solutions. Soit elle règle la facture dans les premiers mois qui suivent la fin de la maturation, soit on immobilise la créance. Si elle règle la facture pendant les premiers mois, il va falloir qu'elle trouve des sources de financement. D'accord? Donc soit c'est une start-up qui va démarrer très vite, elle va faire du chiffre d'affaires très vite parce que le produit est directement vendable, type un logiciel. On n'a pas une phase de développement, donc on pourrait très bien, si on a anticipé la stratégie marketing, qu'on a commencé à aller cibler les futurs clients, qu'on a commencé à mettre en place une politique de communication, à la fin de la mat, elle arrive, elle a le produit, hop, elle peut tout de suite déjà commencer à le vendre. Et ça, c'est pas valable pour toutes les technologies. Hein. Donc dans ce cas-là, oui, elle pourrait envisager peut-être de rembourser une partie de la facture dès que la maturation est arrivée. Et après, on pourrait aussi se mettre d'accord sur un échéancier. Dire, bon, ben, ok, vous remboursez tant tous les mois, pendant un an ou pendant 2 ans. Voilà, ça c'est un accord qui se fait au travers du contrat. Ok, c'est contractuel. Mais, encore une fois, c'est très rare parce que ça va vite. Il faut vraiment que ce soit une typologie de produit, une typologie d'entreprise dans un contexte donné où le marché répond tout de suite, où l'environnement de l'entreprise est ouvert partout. C'est assez rare. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place la deuxième solution, qui est d'immobiliser la créance à long terme. Immobiliser la créance, c'est-à-dire qu'en fait, on va leur dire, ok, ben, vous nous devez 100 000 euros, vous ne les payez pas tout de suite. Mais pour ne pas la payer tout de suite, le seul moyen qu'on a trouvé, nous, au travers de la loi française, c'est d'immobiliser la créance au compte courant associé. Dans le bilan de la société, dans la structure comptable de la société, il y a ce qu'on appelle le compte courant associé. Et là-dedans, nous, on va immobiliser la créance. Et pour pouvoir avoir ce compte courant associé, on est obligé d'être au capital. On n'a pas le choix. C'est la loi. Donc, et en plus, on doit maintenir un certain niveau parce qu'il faut qu'on ait minimum 5% du capital. Parce que si on descend en dessous de ces 5%, ils sont obligés de nous rembourser la créance. Il faut qu'on maintienne un certain niveau. Donc ce compte courant d'associé, finalement, c'est comme un prêt qu'on fait à l'entreprise. Et il est rémunéré. La loi française aussi impose aux associés qui prêtent de l'argent à une entreprise de rémunérer le compte. Alors, c'est un taux d'intérêt très bas, mais c'est une obligation légale. Et si jamais, effectivement, au fur et à mesure des tours de table, parce qu'une start-up a la vocation à faire entrer des investisseurs, d'accord? Donc moi, par exemple, j'ai pris 10%. Demain, j'ai un investisseur qui rentre, forcément, ma part, elle va baisser, parce que je vais devoir donner des actions à une autre personne. Donc si j'arrive en dessous des 5%, je devrais dire, les 100 000 euros, vous me les donnez tout de suite. D'accord? Donc notre intérêt à nous, pour ne pas saboter la start-up, parce qu'on sait très bien que si on lui demande 1 mois après, 2 mois après, 6 mois après sa création de nous rembourser la créance, on sait très bien qu'on va la rouler. Elle n'aura jamais les fonds. Donc notre intérêt à nous, quand il y a des investisseurs qui rentrent, c'est soit, et c'est l'avantage aussi d'avoir ce compte courant, de convertir une partie de ce compte courant en action pour pouvoir remonter dans l'échelle de la capitalisation, soit de faire en sorte que ce ne soit pas nous une cession d'action, mais qu'il y ait une augmentation du capital, qui nous permette nous de maintenir notre position. Parce que si on passe en dessous des 5%, remboursement, liquidation de la société. D'accord? Nous, on n'a pas du tout vocation à ce qu'elle coule, au contraire, on a vocation à ce qu'elle croît, parce que si elle est en pleine croissance, eh bien déjà on sera remboursé de l'investissement qu'on aura mis, et en plus, comme on détient des actions, si elle est valorisée, l'action, moi je l'achète à 1 euro, si dans 6 mois elle vaut 10 euros, ben, j'ai gagné 9 euros quoi, sur une action. Juste une question, si c'était le fondateur, c'est lui-même le propriétaire du brevet, c'est lui-même le fondateur de l'entreprise, c'est la start-up, est-ce que le coût de licence, c'est pas Ce sera le même, oui. Et oui. Oui, parce qu'il est inventeur. Il n'est pas propriétaire du brevet. C'est son université qui l'est. Donc, il doit payer, même si c'est lui qui l'a inventé, mais parce qu'il n'a pas inventé justement dans son garage et qu'il n'est pas propriétaire du brevet, c'est pas lui qui a payé le brevet,
même si c'est lui qui l'a inventé, et c'est vrai que voilà, humainement c'est un peu difficile à comprendre, mais comme c'est pas lui qui en est propriétaire. Même si c'était lui, par exemple, c'est lui qui a payé le brevet, c'est lui qui a... Non, mais si c'est lui qui l'a payé le brevet, il n'a pas besoin de demander le droit d'exploiter. Il lui appartient. Mais ça n'arrivera jamais dans notre cadre. Ça, c'est impossible. Parce qu'il valorise les résultats de recherche de laboratoire. Eh oui. Parce que nous on intervient, et la SAT n'intervient que dans le cadre de brevets issus de la recherche publique. Il y en a plein de gens. Non. Voilà, il y a plein de sociétés qui viennent nous voir régulièrement et qui nous disent mais ça va nous aider à nous développer. Non, le privé, c'est pas notre boulot. Nous, c'est de l'argent public. Et comme finalement la recherche, elle a été payée pendant des années avant d'aboutir à un résultat, il y a des années de recherche. Et ça, c'est qui le finance? C'est l'État. Donc on doit rendre à l'État. Donc quand vous parlez d'investissement, c'est un investissement dans la recherche. Oui, complètement. Oui, c'est un investissement, mais c'est vrai que le chercheur, même si c'est lui qui est inventeur, à partir du moment où il a inventé dans le cadre de son salariat au sein de l'université, c'est l'université qui est propriétaire, et donc même si c'est lui qui l'a inventé, si jamais il veut créer une start-up, il doit payer un droit d'accès à la technologie. C'est le même prix. Oui, c'est le même prix. Eh oui, c'est le même prix. Pardon. C'est pas normal. Il peut quand même gagner avec son laboratoire. Évidemment. Là, il a une partie avec son Et laboratoire. oui, parce qu'il paye le même prix d'accès à la technologie, par contre, il sera rémunéré sur les ventes qui seront faites de ce produit. Et le laboratoire aussi. Donc il est à la En fait, au final, c'est quoi? Ça revient à quoi? Ça revient à financer en partie la recherche publique grâce au privé. Parce que les startups, c'est une. C'est-à-dire qu'au final, c'est plus seulement l'État qui finance la recherche publique. C'est aussi et l'entrepreneuriat d'un côté quand on crée la start-up, ou le privé quand on licencie à une société identifiée. Après, la leçon de contemporain. Donc, ça dure pendant 5 ans. Il paye pas. C'est-à-dire pendant 5 ans, il me doit 100 000 €, je lui demande rien. Et s'il meurt, si la société meurt avant 5 ans, il ne me donnera rien. Et vous avez une assurance. Non, on prend le risque, c'est notre métier. C'est notre métier de prendre le risque. C'est pour ça que je peux comprendre que ça paraisse injuste que le chercheur qui crée sa start-up doive payer autant qu'un industriel. Je peux le comprendre, mais en même temps, il prend zéro risque, le chercheur. Zéro risque financier. Il n'a pas déposé le brevet lui-même, c'est la SAT qui l'a déposé pour lui. Tout le développement qui a dû être mis en place, tout l'investissement pour faire maturer la technologie, c'est la SAT qui l'a pris. Donc lui, à la limite, il retrouvera sa place au sein de son laboratoire et il n'aura rien perdu. Mais je pense que vous ne prenez pas de risque parce que vous avez étudié le dossier, le type Bien sûr, d'innovation. Il minimise le risque. Mais On minimise le risque, mais combien il existe toujours? Ah. Même si on minimise le risque, il existe toujours. Et comme on disait, aujourd'hui, sur les 15 startups qui ont été créées, il n'y en a qu'une qui a été cédée. Il n'y en a qu'une qui a gagné de l'argent. Les autres, pour l'instant, ne gagnent rien. Elles sont toutes déficitaires. Et dans la facture, donc vous intégrez en fait, c'est pas simplement le brevet et la licence, vous intégrez en fait le travail fait par la SAT, c'est-à-dire Oui, pour le développement. Parce qu'un chercheur en général ne sait pas lui-même faire rédiger un brevet, il ne sait pas. Oui, ça, bien sûr. Il y a tout cet encadrement et tout ça, donc. Oui. Alors, on n'intègre pas, on intègre une partie du prix de l'API, mais on n'intègre pas la valeur du brevet. Parce qu'on l'intégrerait s'il y aurait une cession. Mais dans le cas où c'est une licence d'exploitation, il doit payer une partie de la propriété intellectuelle, mais pas comme s'il l'achetait. Voilà. Ça, il le paiera si jamais la start-up est achetée par un autre grand groupe. Et à ce moment-là, si ce grand groupe dit moi je rachète donc il me faut le brevet, je rachète le brevet aussi. Mais ça, encore faut-il que l'université accepte de céder le brevet. Je voulais parler du statut du chercheur. Oui. Initialement, il est chercheur, donc il est fonctionnaire de l'université aux autres. Oui. Après, il va créer une start-up. Oui. La start-up, c'est une entreprise. Oui. Donc comment il... Alors, justement, on a la loi sur l'innovation en France qui permet aux chercheurs de se dégager du temps pour pouvoir travailler dans une start-up.
tu deviens gérant de cette Alors, centrale. il y a 3 statuts. Ouais. Soit le 25, il y a 25.1, 25.2, 25.3 dans la loi française. 25.3, c'est qu'il est juste au conseil, même pas au conseil d'administration, mais il a juste le droit de donner son avis sur certaines choses, c'est très cadré. Mais il alloue 0% de son temps. Il reste dans son labo de recherche, il ne fait rien. Il n'a même pas 1 heure de travail sur la start-up. Ça, c'est le statut. Voilà, ça, c'est le statut le plus petit. 25.2, il est conseil scientifique de la start-up. Et il a le droit de prendre des parts au capital. D'accord? Donc, par contre, c'est son argent personnel qu'il met pour rentrer au capital. Là, il faut qu'il investisse personnellement. Il a 10 000 euros d'économie, il les met dans la start-up et il espère, il croise les doigts pour que la start-up, un jour, soit valorisée et que ça lui rapporte de l'argent lui personnellement. Et là, pour le coup, l'université, elle n'aura rien à prendre sur cet argent-là puisque c'est son argent personnel, comme si demain vous décidez d'investir dans n'importe quelle autre entreprise qui n'a aucun lien avec votre recherche. Okay? Ça vous regarde, c'est à titre personnel. Donc là, les conseils scientifiques, c'est-à-dire que la start-up va le solliciter pour des questions technologiques et scientifiques, pour continuer à développer la technologie, pour avoir de nouveaux marchés, conquérir de nouveaux clients, développer de nouveaux produits, etc. Donc ça, c'est le conseil scientifique. Et le 25.1, là, c'est là où il s'investit totalement. Il peut être dirigeant de la société. Il a le droit à prendre beaucoup plus de capital que les autres statuts. Et là, il se met en disponibilité. Il est dans la start-up. Quel est le plus grand pourcentage parmi ces 3 statuts pour les chercheurs de votre université? En effet, ce qui se passe, je dirais qu'on est... Est-ce qu'il y en a d'abord beaucoup et puis, Alors, il y avait 15 startups. Sur les 15 startups, jusqu'à présent, il y avait une majorité de 25.2. Juste, ils étaient conseils scientifiques, ils n'avaient pas l'intention de quitter leur labo. Mais là, les dernières startups, ce sont des 25 heures. Ils se mettent plus dans une logique entrepreneuriale. Cela dit, ce n'est pas forcément le bon choix en fonction du profil du chercheur. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on en a, ils sont en 25 heures et on sait très bien que tant qu'ils resteront dirigeants de la start-up, ça ne marchera pas. Donc voilà, ils ont effectivement le droit de se mettre en disponibilité de leur laboratoire. Alors c'est 1 an renouvelable une fois. Et donc l'université leur permet de ne plus être dans le labo et de travailler que dans la start-up. Et en fait, finalement, si on doit résumer, ils ont 2 ans pour prouver que la start-up va fonctionner. Et à ce moment-là, si elle fonctionne bien, quitter le labo et rester l'entrepreneur. Sinon, ils ont leur place. Ils ont leur place. Et même ils continuent à mettre un salaire universitaire. il y en a beaucoup qui font en fin de carrière. Et oui, mais oui, exactement. Là, justement, on a l'exemple récent d'un chercheur qui partait à la retraite et qui a lancé sa start-up. Il y a beaucoup d'universités françaises aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est une façon, oui, de travailler dans ce Exactement. C'est une façon de continuer, parce que finalement, les chercheurs, vous êtes des passionnés, donc c'est une façon de continuer à vivre de sa passion, et tout en ayant sa retraite. Donc on ne prend pas beaucoup de risques parce qu'on perçoit sa retraite tous les jours, mais on entreprend aussi à côté. Et si jamais la start-up est bien valorisée, il pourra tout gagner. Il pourra se payer une retraite dorée dans les îles. Voilà. Donc pour rentrer au capital, c'est pour ça, nous, on n'est pas des investisseurs. C'est pas notre métier d'investir. D'ailleurs, l'État l'a bien noté dans nos statuts, et c'est important qu'on ne soit pas dans une logique investisseur. Par contre, pour pouvoir immobiliser cette créance, comme je vous disais, on était obligé de rentrer au capital. Donc on était obligé d'avoir un peu cette position d'investisseur. Mais il ne faut pas qu'on la préserve dans le temps. C'est pas notre rôle. Et pour pouvoir rentrer, nous, on peut pas, de toute façon, on ne peut pas rentrer dans une société. Si un jour il y a quelqu'un qui crée une start-up tout de suite et qui vous dit l'action elle vaut 10 €, c'est faux, c'est pas possible. Elle n'est pas valorisée, elle n'est pas créée. Elle n'a aucune valeur, la société. D'accord? La société, elle a la valeur au travers de quoi? Au travers des brevets qu'elle détient, au travers de l'immobilier qu'elle détient, du mobilier qu'elle détient, au travers de tout ça. Mais au début, quand elle est créée, c'est juste un bout de papier, une société. Donc, on rentre à la valeur nominale, c'est-à-dire à 1 € l'action. Okay. Donc nous, si on a investi 100 000 €, on va rentrer avec 10 000 € au capital, 90 000 € immobilisés, mais nous, on aura 10% du capital.
Et si demain, mon action a fait x10, je vais gagner 90 000 euros. Okay. La SAD, forcément, en entrant au capital, elle devient actionnaire, mais elle a pour vocation de rester minoritaire. On peut aller jusqu'à 33% du capital. Mais dans les fonds, on n'a jamais été. Notre maximum, ça a été 15%. D'accord? Parce qu'on n'a pas vocation à avoir une part au capital plus importante que le chercheur, ou plus importante que les autres investisseurs. Parce qu'on n'est pas des investisseurs, tout simplement. Pour pouvoir évaluer cette prise de part au capital, en fait, elle va dépendre du risque qu'on a pris. C'est-à-dire que plus on a investi dans la start-up, plus on va demander une part au capital plus importante, parce que pour nous, c'est notre... Si il nous remonte la créance, on fait zéro, on fait quitte. On n'a pas perdu d'argent, on n'en gagne pas. Donc nous, là où on va gagner de l'argent, c'est sur la prise de participation au capital. Donc si on prend du risque, on prend plus de capital pour pouvoir avoir plus de chances d'avoir un retour sur investissement. Parce que, attention, encore une fois, si notre vocation, si l'État nous avait créé en nous disant, dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, on continuera de vous financer quoi qu'il arrive. Bon, on fait comme une association loi 1901, on fait quitte, on est à l'équilibre, on ne perd pas d'argent, on n'en gagne pas, il n'y a pas de problème. Mais là, l'État nous a demandé d'être autonome au bout de 10 ans, de savoir nous rémunérer tout seul. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse des bénéfices. Donc on est obligé, à un moment donné, de trouver de la marge. Voilà. La SAD n'a pas vocation à être administrateur de la société, donc on ne participe pas au conseil d'administration. Encore une fois, c'est pas notre rôle. Nous, on n'a aucune prise de pouvoir dans les startups. C'est pas du tout notre rôle, c'est pas ce dont on a envie. Et on n'a pas vocation non plus à orienter la stratégie de la future entreprise. Nous, la seule chose qu'on doit faire, c'est sécuriser au maximum notre investissement. Donc, l'aider si elle a besoin de recherche, de financeurs, l'aider à aller chercher ses financeurs pour que nous, si elle fonctionne bien, nous, on aura notre retour sur investissement. Donc, c'est juste par rapport à ça. Après, c'est pas faire de l'argent plus que de l'argent. Donc, on n'a pas vocation à être administrateur. La seule chose auquel on participe, c'est aux assemblées générales d'approbation des comptes annuels, parce qu'on est un associé malgré tout. Même si on n'est pas administrateur, on est un associé. Donc, on a un droit d'information régulier qui nous permet de suivre le développement et l'orientation que prend la start-up, mais on n'a aucun pouvoir décisionnaire. Okay. Et donc, voilà, pas de siège au conseil d'administration. Alors, comment on sort du capital? Parce qu'on y est rentré, mais pour pouvoir toucher notre argent, il faut bien qu'on en sorte. Donc, comme on disait, le compte courant est bloqué pendant 5 ans minimum. D'accord? Il est rémunéré au taux légal, comme je vous disais. Et il est remboursé lors de la sortie de la SAT. C'est-à-dire que, si j'ai toujours mon exemple 100 000 euros d'investissement, j'en ai mis 10 000 au capital, j'en ai 90 au compte courant. Si entre-temps, j'ai eu 2 tours de table d'investisseurs qui sont rentrés, et que justement, je n'ai pas voulu baisser mon niveau dans l'échelle de capitalisation. Donc, j'ai converti une partie de ma dette. Donc, aujourd'hui, j'ai converti à chaque fois 10 000 euros du tout. Donc, il me reste 70 000 euros au compte courant d'associé et j'ai immobilisé 30 000 euros au capital. Ok? Quand je vais sortir, ils devront me payer en cash 70 000 euros. Parce que ça, ils me les doivent. Ok? Par contre, généralement, ça, si on était investisseur, peut-être qu'on pouvait se faire rembourser le compte courant et qu'on resterait au capital. Parce que si encore il y a d'autres tours, parce qu'à chaque tour, la société est valorisée. L'action prend normalement, l'action prend de l'ampleur. On pourrait se dire, bon ben moi je reste 10 ans, 15 ans, 20 ans, jusqu'à ce qu'elle soit cotée en bourse ou elle soit rachetée parce qu'elle aura atteint une valorisation maximale. Et moi là, je me dirais, je préfère la vendre dans 20 ans, en espérant, parce que normalement c'est censé croître, mais c'est toujours un risque. Je préfère la vendre dans 20 ans quand elle vaudra 100 euros l'action, plutôt que maintenant quand elle en vaut que 30. Vous voyez? Donc je pourrais garder ce capital. Sauf que l'État nous a déconseillé d'être dans une logique investisseur. Quand on sort et qu'on se fait rembourser le compte courant, on sort aussi de l'actionnariat. On vend nos actions à la valeur du tour. Ok? Et les modalités de sortie, en fait, on sort quand les premiers investisseurs sortent. Donc dès qu'il y a un investisseur qui rentre, la société se développe. Quand il y en a un qui dit ok, moi c'est bon,
j'ai atteint le niveau que je voulais atteindre, je sors, non, on doit sortir. Ok. Et là, ben, si on sort, ben, comme je vous disais, on cède nos parts. Donc on doit les autres. Alors, soit ils ont ce qu'on appelle le droit préférentiel de souscription. Ça, c'est quand il y a un nouvel investisseur qui rentre. Les autres associés ont ce DPS qui leur permet de souscrire de préférence en même temps que l'investisseur qui rentre. D'accord? On leur donne le droit, ok, bon, ben, vous savez, il y a un investisseur qui va rentrer, on vous donne le droit, vous aussi, de réinvestir pour maintenir votre position ou autre. Et eux, à charge à eux de décider de réinvestir ou non, de dire, ok, j'utilise mon droit préférentiel de souscription ou je ne l'utilise pas. Alors, par exemple, si les prestataires là, ça ont des dettes. Elles n'ont que ça. C'est Oui, des contrats. elles n'ont que ça. Et ça, Assumer les dettes avec eux ou pas? alors, non. Ben, assumer les dettes avec eux. Parce que vous entrez avec 10% par exemple. Vous allez par exemple avec 10% au capital. Est-ce que vous allez par exemple assumer 10% Non. Mais en fait, dans les faits, pour l'instant, parce que, encore une fois, même si on a été en 2012, on n'a que 6 ans d'expérience. Les startups aujourd'hui, elles sont créées depuis maximum 3 ans. Donc pour l'instant, on n'est pas du tout dans une logique où on va assumer la dette, parce que pour l'instant, la dette, elle est faite pour se développer. Démarre debout. Donc pour l'instant, on l'accepte, cette dette-là. Vous voyez? Donc on n'y est pas encore. Mais normalement, nous, il n'y a pas de raison qu'on reste dans la société longtemps. Donc on sera sorti avant qu'elle soit en liquidation ou ce genre de choses. Normalement, on devrait être. Sinon, de toute façon, si elle est en liquidation, ben, comme c'est elle qui nous donne l'argent, ben, elle ne nous rendra pas et voilà, mais on n'en paiera pas plus. Quoi. Ça, c'est la société qui est déficitaire, c'est pas nous, c'est pas la société qui est. S'il vous plaît, j'ai une Donc, question. oui. On voit qu'il y a un petit peu le rôle de cette, c'est comme les incubateurs. Oui. C'est le même rôle presque arrêté. Non, pas exactement, parce que les incubateurs, eux, Parce qu'il y a quelques axes comme les incubateurs, avec les startups, avec les spin-offs, avec les sociétés. oui, en fait, Donc c'est l'administratif. oui, en fait, le point commun, c'est qu'on travaille avec des startups. Ça, c'est le point commun qu'on a avec les incubateurs. Mais les incubateurs, eux, ils n'ont pas du tout le même rôle que le nôtre. Déjà, ils n'investissent pas dans le développement technique de la technologie, c'est pas leur rôle. La seule chose qu'ils font, c'est soit allouer de l'espace, donc ils permettent à la start-up d'avoir un bureau, et ils leur font ce qu'on appelle une avance remboursable. Alors, généralement en France, l'enveloppe c'est 30 000 €, mais cette enveloppe, voilà, bah, c'est pour louer les locaux, pour acheter un ordinateur si c'est nécessaire, et c'est une avance remboursable. Donc, la société, quand elle sort de l'incubateur, elle doit rembourser, quoi qu'il arrive. Sauf si évidemment elle est morte entre temps. Mais l'incubateur, lui, juste il met à disposition une enveloppe pour que la personne puisse avoir du matériel. Mais c'est tout. C'est pas dans le développement technologique, c'est pas. Dans les faits, il devrait les aider à aller chercher des investisseurs, mais dans les faits, ça ne se passe pas. Voilà, donc le rôle n'est pas exactement le même. Par contre, on travaille avec les mêmes. Oui, ça, donc, quand je parlais du droit de souscription, c'est par rapport à la cession de parts. D'accord? Parce que moi, quand je vais sortir du capital, ben justement, je vais dire, ben moi, je cède mes parts. Et là, les associés sont prioritaires pour acheter ces parts. S'ils ont la capacité de le faire, ils le font. Sinon, ils se tournent vers un tiers. Et donc, ils font entrer un nouvel associé. Mais grâce à ce droit préférentiel de souscription, les associés ont la capacité, normalement, la possibilité en tout cas, de pouvoir acheter ses parts en priorité. Okay. Donc, nous, ça par contre, c'est quelque chose qu'on négocie tout le temps. D'accord, parce que ça, c'est une histoire de négociation aussi, d'avoir ce droit-là. On pouvait très bien écrire dans le cas
Donc c'est pour ça que c'est important. C'est pas justement que pour se faire de l'argent, c'est surtout pour pouvoir permettre à la start-up de ne pas rembourser la dette trop vite. D'accord.